Bonjour à tous. Aujourd'hui, la thématique, c'est quel avenir pour les entreprises françaises, la fiscalité des entreprises et des dirigeants en France et la valorisation des entreprises, des PME en France suite aux élections législatives du 7 juillet dernier. Alors tout d'abord, moi je me présente, je suis Patrice Cluc, je suis conseiller en fusion et acquisition d'entreprise depuis 1999 en France et j'accompagne les dirigeants de PME dans la gestion de leur patrimoine, dans la création de leur cash out, de leur cash, de leur patrimoine en France, à l'international, pour les PME de 5 à 100 millions d'euros. En fait, j'ai proposé ce webinaire ce matin parce que il y a beaucoup d'implications pour les entreprises, pour les PME, en fonction de la du nouveau gouvernement qui pourrait aboutir en France. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a une démission du gouvernement, on n'a pas de nouveau gouvernement, on a des hypothèses, on n'a pas vraiment de majorité à l'Assemblée, beaucoup de questionnements, mais on a quand même un certain nombre d'informations. Euh, la valorisation des entreprises, la valorisation du patrimoine dépend des éléments internes à l'entreprise, à l'entrepreneur, au dirigeant, à sa famille, mais dépend également des éléments qui ne dépendent pas de lui. Tout d'abord, la valeur d'une entreprise, c'est un multiple de valorisation et c'est aussi un sous-jacent. Donc le sous-jacent, c'est donc la rentabilité actuelle, la rentabilité future, souvent qu'on va multiplier par un certain multiple, le fameux multiple de valorisation, multiple d'EBIT, multiple de rentabilité, multiple de résultat net, multiple de BE. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle politique? Quelle nouvelle politique possible? Et donc, beaucoup de questions, évidemment, on n'a pas encore toutes les réponses. Alors, je vais donc partager mon écran dans quelques instants. Un instant, voilà. Hop, voilà. Donc, ce qu'on a déjà observé depuis 2 ans, c'est une chute vertigineuse des multiples de valorisation. C'est-à-dire que on était pour les grosses ETI, les grosses entreprises françaises, on était entre 11 et 12 fois l'EBITDA il y a encore 3 ans, en 2021. Et depuis, on a fortement baissé parce que les derniers multiples sont entre 8 et 9 fois l'EBITDA. Donc, vous voyez, ça fait une chute de plus de 30%, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, exemple, une société qui fait 5 millions de rentabilité, eh bien, auparavant, il y a 3 ans, elle valait 11 fois 5, donc ça faisait 55, et aujourd'hui, elle vaut peut-être 8 à 9 fois 5, c'est-à-dire 40 à 8, 40 millions, 40, 49, 45. Donc ça, c'est la même société. Sauf que la même société, aujourd'hui, elle a un environnement économique plus complexe. Donc elle a une rentabilité qui a peut-être déjà baissé, un budget, un business plan qui a aussi baissé. Et donc, si finalement la rentabilité est plus de 5, mais elle est de 4, ou en tout cas les acquéreurs estiment que elle va être de 4 à l'avenir, eh bien, on est à 4 fois 8. Donc 4 fois 8, 32. Donc par rapport à 55, ça fait une forte baisse. Euh, donc pourquoi est-ce que la rentabilité pourrait baisser? Ben, actuellement, par exemple, j'ai des dirigeants d'entreprise dans le service de nettoyage. Et donc, dans le service de nettoyage, ils payent des salariés au SMIC. Le SMIC risque d'augmenter de 10 à 20% au vu de la politique proposée par à la fois l'extrême gauche et le nouveau Front populaire. Eh bien, ils me disent que ils ne pourront pas répercuter cette hausse du salaire du SMIC sur les tarifs des clients. Et donc, il y a une chute possible, probable, peut-être, éventuelle, euh,
dont autant les clients, les dirigeants, que les candidats acquéreurs ont peur et donc ils peuvent soit abandonner le processus, soit baisser fortement leurs espérances de rentabilité future et donc la valorisation de l'entreprise. Euh, Dans le sous-jacent, donc là il y a la rentabilité, mais aussi les espérances de croissance de l'économie française, de l'économie européenne. Et donc pour une société française, eh bien s'il n'a pas confiance dans l'avenir du pays, eh bien ça veut dire que dans le budget, dans le business plan, ils vont mettre des taux de rentabilité espérés plus élevés et une espérance de croissance ou de rentabilité plus faible. Donc, donc ça veut dire que le sous-jacent, la rentabilité espérée, elle est moins bonne qu'auparavant. Et donc, ça, c'est ce qui peut fortement se passer aujourd'hui. Alors, j'ai connecté mon ordinateur. Je vais pouvoir partager les slides. Voilà. Alors, je vous enverrai les slides, mais c'était pour présenter l'équipe, l'organisation, notre méthodologie. Et donc, la valorisation des entreprises, là, vous avez l'évolution de la valeur des entreprises européennes ces dernières années. On est donc aujourd'hui entre 8 et 9. Vous aurez également les slides, donc on voit que ça baisse et ça va peut-être encore baisser beaucoup demain. Les multiples de valorisation par secteur d'activité, donc ce qui est le mieux valorisé, développement de logiciels, et ce qui est le moins bien valorisé, la construction, euh, donc 3 fois pour l'EBITDA pour la construction, 8 fois pour les développements logiciels, mais la moyenne c'est 5. Donc vous aurez les slides évidemment. La fiscalité, ça c'était avant les élections. On a aujourd'hui euh, une fiscalité qui est très avantageuse en France pour le dirigeant qui veut vendre sa société. Et d'ailleurs, le titre du slide, c'est la France, paradis fiscal de la cession d'entreprise. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. La France, paradis fiscal de la cession d'entreprise. Aujourd'hui, un dirigeant qui veut vendre sa société, il peut encore peut-être le faire sans impôt. En moyenne, nos clients, ils vont payer 5% d'impôts et 5% de charges sociales sur la vente d'une société. Le prélèvement obligatoire, le prélèvement normaux, la flat tax en France, c'est 12% d'impôts et 17% de charges sociales. Ça fait 30%, auquel faut rajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui va jusqu'à 4%. Euh, donc, à cela, on peut appliquer des décotes. Par exemple, les moins 85% d'abattement renforcé pour détention de 8 ans des titres. Alors, il y a plusieurs conditions à respecter, mais ça peut permettre de réduire. Et puis, il y a la donation de précession également, plus le pacte du Trègne. Et tout ça, ça risque d'être supprimé avec la nouvelle majorité qui va peut-être s'installer au pouvoir. Alors ça, c'est la majorité qui n'existe pas. Donc on a aujourd'hui une Assemblée nationale qui est éclatée. Et donc, premier scénario, on a NFP et Divers Gauche qui fait la majorité, qui a 194 députés, donc qui pourraient éventuellement prendre le pouvoir, voter par décret, par 49-3, mais ils n'ont pas la majorité. Mais c'est une possibilité. Ensuite, une association du Parti socialiste, donc divers gauche, sans LFI, plus le camp présidentiel qui atteigne 282 députés. Donc là, ils sont quasiment à la majorité. C'est un scénario éventuel, mais pour l'instant, on n'en a pas de confirmation. Le camp présidentiel tout seul, il n'a que 66 députés, il peut pas faire grand-chose. Et si on lui ajoute la droite républicaine, on arrive à 231 députés. Et si on rajoute à cela le Parti socialiste, on monte à 347 députés. Et donc là, ils ont la majorité absolue, mais ça serait un
gouvernement de coalition avec la totalité du Front républicain, c'est pas encore gagné. Ça fait beaucoup d'hypothèses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une proximité entre Rassemblement national et LFI sur euh, plusieurs thématiques. Premièrement, la hausse du SMIC et le retour à l'ISF. Donc là, l'extrême gauche et l'extrême droite sont totalement d'accord. C'est une éventualité qui peut arriver que un gouvernement LFI propose une loi et si le Rassemblement national est d'accord, ils vont pas voter contre et donc peut-être que ce sont des lois qui peuvent passer. Évidemment, augmentation du SMIC de 15% et retour à l'ISF total, sans exonération, ça peut être très violent pour le chef d'entreprise et son patrimoine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition de LFI qui peuvent passer? C'est la suppression de toutes les niches fiscales, euh, l'impôt sur les sociétés qui serait plus élevé et progressif pour les grosses sociétés, les gros revenus, le retour de l'impôt sur la fortune total et sans exonération, sans abattement, y compris sur la résidence principale et sur l'entreprise du dirigeant, le pacte du trail qui va être révisé et donc très fortement amputé, euh, ça peut être violent, et l'impôt sur le revenu avec des tranches marginales d'imposition à 60 et 90%. Exemple, alors là, on n'est pas que sur LFI, on est vraiment sur le programme du nouveau Front populaire. Eh bien, on aurait des tranches marginales d'imposition de 60 à 90% sur le salaire du dirigeant, auquel il va s'ajouter un taux progressif également de CSG à 20%, plus une contribution exceptionnelle sur les revenus de 4%, sur un revenu qui avait déjà subi la pression des charges sociales de 45% de charges patronales et de 25% de charges salariales. Ou éventuellement qui n'avait que subi euh, l'impôt sur les sociétés qui risque de monter à 33%. Dans tous les cas, bon, si vous faites les comptes avec moi, on se retrouve avec un taux très élevé de prélèvements obligatoires, 60 à 90%, plus 20% de CSG, plus 4% de contribution exceptionnelle sur les revenus, plus 45% de charges patronales, plus 25% de charges salariales. Ça paraît compliqué, mais en tout cas, c'est dans le programme NFP. Si vous voulez, je peux vous envoyer le lien pour faire votre simulation parce que le nouveau Front populaire a créé un site internet pour simuler votre futur impôt sur le revenu et vos charges sociales suite à l'application de leur futur programme. Alors, est-ce que c'est trop tard ou pas pour vendre sa société aujourd'hui ou pour sécuriser un certain salaire en se disant sécurisons le salaire avant que la loi ne passe. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, la loi, elle peut être rétroactive. Il y a beaucoup de lois par le passé qui ont été rétroactives. Par exemple, la contribution exceptionnelle sur le revenu sous Sarkozy, eh bien, ça s'est imposé à toutes les ventes d'entreprises et tous les revenus depuis le 1er janvier rétroactivement. Donc, si demain une loi est votée en octobre, eh bien, si on a vendu sa société ou si on a perçu un gros dividende ou on a touché un gros salaire avant, eh bien, ça peut quand même nous impacter rétroactivement, même tous les revenus depuis le 1er janvier 2024. C'est possible, c'est pas sûr. Voilà. Par ailleurs, si on perçoit des revenus en se disant il vaut mieux que je touche tout de suite des dividendes et que je laisse pas trop d'argent dans la société, le problème, c'est que vous allez subir derrière l'ISF, voire l'exit tax. Donc, ça peut être intéressant de vendre très rapidement sa société ou de se verser très rapidement des dividendes, mais c'est pas évident. C'est pas certain que ça fonctionne. C'est pas certain qu'on y gagne au final.
Donc, il faut peser le pour, le contre. La situation est pas facile. Si jamais on se retrouvait avec un gouvernement qui appliquait une stratégie économique, fiscale qui serait pas favorable à l'économie française, on peut avoir un retour de bâton très violent. Je vous donne un exemple. En 1981, la dette publique de l'État français n'était que de 20% du PIB et François Mitterrand, associé à son Premier ministre Pierre Bérégovoy, a proposé une politique sociale qui a coûté 1,5% du PIB à la France. Eh bien, ça a été tellement mal perçu par les marchés financiers internationaux qu'il y a eu immédiatement des fuites de capitaux, une forte inflation, et donc le gouvernement a dû constater la chute vertigineuse du franc par rapport aux autres monnaies, le Deutsche Mark, le dollar, la livre sterling, et donc a dû dévaluer en urgence le franc, et en même temps a interdit la sortie des capitaux. Donc ça a entraîné évidemment un changement de gouvernement et donc un rétropédalage total pour aller vers une politique beaucoup plus de droite menée par les gouvernements successifs de François Mitterrand. Et au final, c'est le peuple français qui a subi toutes les restrictions budgétaires pour contenir l'inflation et la chute du franc au niveau international. Certains d'entre vous s'en souviennent probablement. Donc aujourd'hui, si on compare le programme du LFI, aujourd'hui la dette publique de la France, c'est quasiment 110% du PIB. Alors, si vous avez lu la presse ces dernières 24 heures, vous avez vu que la France doit rendre des comptes désormais à l'Union européenne et donc il va falloir présenter un projet, un programme qui va ramener la France sur le droit chemin. Vous avez vu également que la France, c'est le seul grand pays européen à ne pas avoir redressé ses comptes depuis le Covid. Euh, et vous avez vu également le rapport alarmant de la Cour des comptes qui dit que la situation de la France est insoutenable. Alors, bon, moi, en toute sincérité, je comprends pas pourquoi ça arrive juste après les élections. Et personnellement, j'estime que le peuple français aurait eu le droit à la vérité pendant la campagne électorale et toutes ces informations auraient pu être aussi débattues et communiquées aux Français parce que euh, bien sûr que je trouve ça mieux d'augmenter les salaires, tout le monde serait content. Je trouve ça mieux de taxer les riches, tout le monde serait content. Sauf qu'au final, bah, ça fonctionne pas euh, et la preuve, quand on a essayé de le faire en 80, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, c'est pire. Alors pourquoi c'est pire? Déjà parce que la dette publique de l'État français, elle est 5 fois plus élevée, mais également parce que le programme euh, de LFI, de NFP, coûterait 3,5% de dépenses publiques supplémentaires, alors qu'à l'époque, c'était seulement 1,5. Donc, évidemment, il y a des risques importants. Alors, des risques de quoi? Des risques de fuite de capitaux, bien sûr, de l'augmentation des taux des obligations d'État français, les OAT, surtout par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont contenus autour de 0,6%, 0,7, 0,8% d'écart. C'est ce qu'on a subi ces dernières semaines. Mais si on devenait à avoir une augmentation des OAT plus élevée de 1% par rapport à l'Allemagne, ça coûterait tout simplement 30 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Donc sur 5 ans, c'est 150 milliards. Et si on avait un dérapage de 5%, comme ça a été le cas en Grèce, en Italie et au Portugal ces dernières années, eh bien, ça coûterait 150 milliards d'euros par an, c'est-à-dire sur 5 ans, 750 milliards, même 770 milliards. Donc, dans ces conditions, bah, évidemment que, euh, voilà le slide, évidemment que c'est très risqué d'appliquer une telle politique. Il y a les effets directs, il y a surtout les effets indirects, et donc cette éventuelle explosion des OAT, moi, me fait personnellement très peur. Et dans ce cas-là, c'est toute la chaîne de l'économie française qui pourrait en pâtir. On a eu l'exemple en 1980, c'est récent, moi je m'en souviens. Et donc, ça pourrait faire déposer le bilan de nombreuses entreprises. Les augmentations de salaire également. Les augmentations des taux d'intérêt empêcheraient aussi les entreprises françaises d'emprunter et aussi ferait baisser fortement la valorisation des entreprises.
Vous imaginez bien, une des principales raisons de la chute des valorisations des entreprises ces 3 dernières années, c'est la hausse des taux d'intérêt. Et donc, s'il y a à nouveau une hausse des taux d'intérêt, c'est une chute encore plus importante de la valeur des entreprises. Et si on applique aussi les augmentations des charges sociales et des impôts progressivement sur les hauts salaires, ça devient totalement confiscatoire. Et donc, c'est beaucoup de chefs d'entreprise qui pourraient quitter la France. Alors moi, qu'est-ce que je conseille aujourd'hui aux chefs d'entreprise? C'est de faire un OBO. L'OBO, c'est tout simplement une opération de vente d'entreprise avec un partenaire financier. Et donc, on peut vendre sa société, mais ne pas tout vendre. On en rachète une partie. Ici, un exemple dans lequel on a un dirigeant qui vend sa société 40 millions d'euros et qui réinvestit 17 millions d'euros pour en détenir 70%. C'est un exemple. C'est une opération capitalistique que j'ai menée euh, récemment. Et donc, plutôt que de se dire, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois pas vendre, bah, l'avantage de l'OBO, c'est que c'est à la fois une vente, mais c'est également un réinvestissement parce que le dirigeant de l'entreprise conserve la majorité du capital ici. Il conserve 70% du capital. Donc, en fait, c'est un peu magique. Ça permet au dirigeant de vendre sa société. Dans l'exemple ici, il va toucher 28 millions d'euros. Et en plus, il va garder le contrôle de sa société parce qu'il va garder 70% du capital. Donc l'OBO, c'est une vente d'entreprise. Et en plus, on garde la majorité du capital du holding. Euh, Ça paraît magique, hein. C'est magique. J'ai, grâce à l'OBO, même doublé la valorisation d'entreprise de clients. Pourquoi? Parce que il y a aussi un autre effet très positif de l'OBO, c'est que comme le dirigeant reste investisseur dans l'entreprise et dirigeant de la société, la valorisation augmente. Récemment, j'ai un autre dossier. On avait eu des offres de la part des industriels, des concurrents, entre 7 et 8 millions d'euros. On a mis en place un OBO, la valeur, elle a dépassé 20 millions d'euros. Donc, pourquoi? Bah, parce que 7-8 millions d'euros, c'était la valeur si le dirigeant quittait l'entreprise et plus de 20 millions d'euros parce que le dirigeant restait dans la société. Et donc, la société valait beaucoup plus cher avec le dirigeant que sans le dirigeant. Et j'en ai d'autres exemples, hein. J'ai eu un cas équivalent, un dirigeant, on avait obtenu des offres à 17, 18, 19 millions d'euros. Et quand on a proposé au dirigeant de rester, la valorisation, elle est montée à 57 millions d'euros. Simplement parce que le dirigeant restait dans la société. On a multiplié par plus que 3 la valeur de la société. Donc aujourd'hui, au vu des interrogations qu'on se pose sur l'avenir de la France et de la politique, la fiscalité, la valorisation des entreprises, moi je conseille tout simplement un OBO, c'est-à-dire un LBO dans lequel le dirigeant lui-même va investir dans le holding. Ça permet de dégager du cash, de réduire le risque lié à son patrimoine, de diversifier son patrimoine, de pérenniser l'activité grâce à des personnes complémentaires, de devenir rentier avec un revenu récurrent, une fiscalité avantageuse malgré les risques de changement de fiscalité à venir, et faire entrer éventuellement le management au capital. Ça permet de vendre la société plusieurs fois, une fois aujourd'hui et une autre fois dans 5-6 ans, et pourquoi pas encore une autre fois 5-6 ans plus tard. Donc par exemple, j'ai un client, il a fait 5 OBO en 20 ans. Et donc, il a vendu une première fois sa société 10 millions d'euros. 4 ans plus tard, il a revendu sa société encore 20 millions d'euros. Ça lui faisait 10 et 20. Il a touché 30 millions de cash out. Ensuite, 4 ans plus tard, il a touché 30 millions supplémentaires. Ça faisait un total de 60. Ensuite, 4 ans plus tard, il a touché encore 70 millions d'euros. Et là, il a donc cumulé à 130 millions d'euros, alors qu'au début, il se demandait est-ce que je vends ou pas ma société 6 millions d'euros, parce que la valeur de sa société, c'était 6. Il a touché 10, plus 20, plus 30, plus 70. Il y a donc 4 effets de levier dans le OBO, Owner Buyout, donc c'est un cas particulier du LBO, Leverage Buyout.
C'est l'effet de levier managérial, l'effet de levier financier bancaire, l'effet de levier fiscal, parce qu'on a une optimisation fiscale en bas et en haut, et l'effet de levier juridique, parce qu'avec seulement 70% du capital qui va vous coûter 15 millions d'euros, vous avez le contrôle d'une société qui vaut 40. Autre avantage, bah, ça évite de perdre le capital en totalité, parce que en général, le patrimoine du dirigeant et de sa famille est très centré sur une seule société, un seul secteur d'activité, un seul pays. Eh bien, l'avantage de faire un EBO, on vend sa société 40 millions, on touche 28 millions peut-être, on réinvestit une partie, enfin, on va peut-être toucher 21, on réinvestit 17. Dans le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, il y avait plusieurs hypothèses. Et avec ces 20 millions d'euros qu'on a mis de côté, on peut par exemple acheter un hôtel à 100 millions d'euros. C'est ce qu'a fait un client. Ce client-là qui avait vendu sa société 40 millions, il a non seulement gardé 70% du capital de sa société, mais les 20 millions d'euros, il les a utilisés pour acheter un hôtel à 100 millions d'euros. Bon, il s'est fait un petit peu aider par ailleurs, mais ça lui a permis de diversifier ce risque, d'autant que l'hôtel, désormais, lui rapporte 6 millions d'euros de revenus annuels. Donc une séparation progressive et soft et réussie de l'entreprise pour les actionnaires, pour l'entreprise, pour le management et pour les acquéreurs également.